Merci, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir, l'immense plaisir de recevoir l'imam Ahmed Makhtar Kanté. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand imam qui a des positions très courageuses et très éclairées à la fois. Alors, ce soir, il est sur ce plateau pour parler de questions d'actualité relatives à la menace terroriste. Bonsoir, Imam Kanté. Bonsoir, Antoine. Ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous sur cette question importante. Très bien. Alors, il y a une série d'arrestations d'imams. Quel regard portez-vous sur cette actualité, cette forte actualité? La première impression que j'ai, c'est que ça peut paraître anormal. Parce que... Pourquoi anormal? Voilà, parce que on ne s'attend pas à ce que le statut d'imam puisse poser problème, puisque de façon ordinaire, on considère que l'imam est un régulateur, est un guide pour les populations. Donc, ça ne paraît pas normal qu'on puisse arrêter cette catégorie de personnes qui devrait être, justement, n'est-ce pas, un pôle d'orientation et de citoyenneté constructive. Je crois que c'est de ce point de vue-là que ça semble être anormal. En même temps, je dirais que c'est normal, tout simplement parce que ces gens-là qu'on appelle imams sont des citoyens et ne sont pas au-dessus de la loi. Et même dans des États qu'on pourrait dire islamiquement constitués, il y a des frictions de temps à autre entre les autorités politiques et des imams, des guides religieux. Et je pense que ça se passe dans tous les pays du monde. L'histoire aussi peut en témoigner. Donc c'est de ce point de vue-là, pour moi, que je vois le problème. Donc un imam est censé être quelqu'un qui guide, qui régule, qui intervient comme médiateur pour la paix et le bon vivre ensemble. Donc ça peut être choquant qu'on arrête ce genre de personnes, parce qu'on va se dire, ah, si maintenant on arrête les imams, alors qui sera maintenant régulateur, qui va être le guide, etc. Oui, nous allons aborder la question dans le fond. Mais ces imams sont arrêtés parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir des liens, en tout cas avec certains milieux terroristes. Est-ce que cette situation pouvait être attendue dans notre pays, compte tenu de ce qu'on connaît comme culture, de ce qu'on connaît comme islam confrérique et autres? Je crois que rien n'est à exclure dans la marche de l'histoire et aussi dans l'évolution des pays et des idées. Et je crois que le Sénégal ne peut pas être un îlot, un pays à part. Ce n'est pas possible. Donc il est forcément traversé par les idéologies, qu'elles soient de nature religieuse ou politique ou philosophique. En même temps aussi, les luttes géopolitiques mondiales influent aussi sur l'histoire du Sénégal, sur les intérêts du Sénégal. Le Sénégal a des amis, c'est vrai, mais aussi pas toujours que des amis. Le Sénégal intervient dans certains pays, par exemple au Nigeria. Je ne suis pas surpris que certains groupes au Nigeria considère le Sénégal comme un pays ennemi pour un certain nombre de choses. Mais effectivement, par rapport à notre culture de base, confrérie islamique, il n'y a pas un discours porteur de violence. Donc, ce qui peut me surprendre, c'est comment est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à ce qu'il y ait des Sénégalais de culture islamique et qui, normalement, ont une formation islamique solide, puissent entrer dans le jeu, n'est-ce pas, d'une idéologie qui n'est ni celle du soufisme, de l'islam, mais qui n'est même pas celle de l'islam en général. Donc il ne faut même pas dire que ce n'est pas une culture du soufisme, ce n'est pas une culture de l'islam en général. Cette violence n'est pas constitutive du message islamique. Oui, alors, ce qu'on leur reproche pour l'essentiel, c'est l'apologie au terrorisme. Vous connaissez certainement l'imam de Kaolack, qui fait partie des imams arrêtés. Oui, le ton utilisé souvent par certains imams, comment vous le qualifiez? Oui, je connaissais l'imam Ndaw de Kaolack. Ça fait quand même un certain nombre d'années que je ne l'ai pas croisé. Donc, entre-temps, il peut y avoir beaucoup d'évolutions. Chacun d'entre nous évolue d'une façon ou d'une autre. Par rapport à ce qui concerne le ton, effectivement, ça peut être dans les conférences, dans les sermons, dans les waratés, etc. Je pense que
pour moi, le problème véritable n'est pas à ce niveau. Parce que si on rentre dans ces problèmes de tempérament, de ton, ça va être difficile. Je pense qu'on va arrêter tout le monde parce que chacun peut faire des dérapages. Ce n'est pas seulement une question d'imam. Vous voyez tous les jours dans les médias, un homme politique, un footballeur, un lutteur peut déraper, dire des impolitesses, menacer des gens, etc. Donc ça, je crois que c'est humain. Par contre, ce qui est dangereux, c'est un imam qui doit être un guide et qui appelle à la déchirure sociale, qui appelle à la haine, à la violence. À la violence. Ça, effectivement, c'est quelque chose de dangereux pour une société. Oui. Comment prendre justement cette question en charge pour éviter que les choses aillent ou aient une autre ampleur qu'elles ne devaient pas avoir? Je crois que la bonne piste, ce serait la responsabilisation et la sensibilisation. Déjà, éviter que certains groupes de personnes considèrent que l'État a un plan contre les imams. Ça peut radicaliser des jeunes personnes qui peut-être déjà ont dans la tête, n'est-ce pas, une certaine pensée idéologique par rapport à, n'est-ce pas, à la nature de nos États modernes. Donc il faut éviter, je pense, de leur donner cette possibilité de dire nous allons défendre, nous allons nous sacrifier pour défendre nos autorités religieuses, nos imams. Et pour ça, je crois que c'est important que l'État qui a son rôle sécuritaire à jouer, il doit le jouer pleinement, mais aussi avec intelligence, avec tact, avec pédagogie justement, pour faire la part des choses. On peut comprendre l'arrestation des imams dans ce sens, le rôle de l'État, rôle sécuritaire qu'il doit jouer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'imam est un citoyen. Et comme on l'a vu, et comme je l'ai dit dans tous les pays du monde, dans notre pays aussi, il y a eu des arrestations de toutes les catégories de personnes au Sénégal. Il y a eu des imams, des marabouts, des hommes politiques, des avocats, des hommes de presse, etc., qui ont une fois eu maille avec la justice. Et maintenant, il me semble aussi qu'avec la panique créée par le terrorisme, il me semble qu'il y a aussi des procédures d'exception que l'État utilise. Je ne critique pas ces procédures tant qu'elles respectent, n'est-ce pas, les droits aussi de chaque citoyen et être protégé. Parce que aussi bien nous devons faire attention pour que chacun soit protégé contre la personne qui veut utiliser la violence pour un certain nombre de raisons. En même temps aussi, même la personne qui est soupçonnée des terroristes doit être protégée, ses droits doivent être garantis et passer à l'audition, tout cela ne me choque pas. Qu'on arrête un imam, qu'on le fasse passer à l'audition, qu'il cherche ses avocats. Par exemple, l'imam qui est dans une association, il doit être soutenu par son association, qui doit lui chercher des avocats. Et je pense que ça, c'est des procédures citoyennes qui, si elles sont respectées, ne devraient pas créer de panique. Oui, mais sans pour autant verser dans une certaine exagération. Certaines associations islamiques qui soutiennent les imams arrêtés. Quelle attitude plutôt ces associations islamiques devraient avoir? Attitude de responsabilité. Ça ne peut pas être un soutien aveuglé. Aveuglé, non. Ça ne peut pas l'être. Parce que l'islam ne nous donne pas une éthique, n'est-ce pas, où on défend obligatoirement et sans condition les actes et les propos d'une personne. On n'a pas le temps de citer des versets, des hadiths et l'histoire du prophète, mais le soutien doit être un soutien responsable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la bonne façon de faire, c'est qu'on est dans un pays de droit, cet imam-là peut être soutenu par, ou bien ces imams, par leur association, par leur famille, chercher des avocats, faire des points de presse, s'expliquer sur, n'est-ce pas, les éléments que nous avons. Et en même temps aussi, nous abstenir de faire des commentaires sur des éléments que nous n'avons pas. Donc je crois que c'est cette façon-là qui peut servir... Ne pas jeter de l'huile sur le feu. Ne pas jeter de l'huile sur le feu, ne pas accuser à tort et à travers l'État, les services de sécurité, les policiers, les gendarmes, qui sont une partie, n'est-ce pas, du peuple et qui ont leur rôle à jouer dans ce domaine-là. Donc il faut être très équilibré, être très responsable. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas la défense de n'importe qui et de n'importe quoi qui nous permettra de construire cette citoyenneté que nous devons construire. Alors, Imam Ahmed Mokhtar Kanté, il y a l'ONG Jamra qui pense qu'on doit impliquer les guides religieux, les guides confrériques dans cette situation actuelle pour quand même endiguer le fléau, s'il faut parler de fléau, phénomène
Qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui, justement, c'est ça les limites un peu de l'approche sécuritaire qui a son rôle. Si moi, aujourd'hui, je suis encerclé chez moi, j'aimerais bien appeler la gendarmerie et les policiers pour qu'ils viennent me défendre. Donc, ils ont un rôle extrêmement important dans la sécurité des citoyens et des biens. Effectivement, les chefs religieux, les guides religieux, les leaders d'opinion sont des personnes extrêmement importantes. Et moi, j'ai toujours dit dans les conférences, dans les forums où je participe, que nous sous-exploitons en fait ce potentiel de médiation que nous avons. Par exemple, il y a des choses qui se passent. Si on avait anticipé en parlant au chef de quartier, en parlant aux actions des femmes du quartier, à l'imam, aux prêtres, on aurait pu anticiper beaucoup de choses. Je ne sais pas, je donne n'importe quel exemple. Oui. Deux jeunes qui se battent au couteau jusqu'à ce que l'un tue l'autre. Tout le monde sait que des mois avant, tout le monde voyait qu'il y avait des problèmes entre ces deux jeunes. Est-ce qu'on en a parlé à l'imam, aux prêtres, au chef de quartier pour que les gens interviennent, les sensibilisent? Non, on attend le coup de couteau fatal pour dire « Ah oui, le pays est foutu maintenant, on ne respecte plus nos valeurs ancestrales ni nos valeurs islamiques. » Donc, effectivement, de tout temps, il faut faire jouer ce levier de la médiation, que les autorités qui sont écoutées puissent intervenir directement sur le terrain, bien sûr dans le respect de la réglementation, n'est-ce pas, et qu'on puisse anticiper. Chaque fois qu'on recourt, n'est-ce pas, au Kalachnikov et aux véhicules de police, c'est que déjà on a atteint une limite, n'est-ce pas, en termes de citoyenneté et de médiation. Et de prévention. Oui. L'autre préoccupation, certes, vous admettez qu'il y a une menace terroriste, sans doute, avec les interconnexions possibles. Oui. Mais est-ce que vous vous êtes interrogé sur les raisons pour lesquelles on en est à cette situation? Puisque d'aucuns parlent de situation de pauvreté, mais il y a aussi l'endoctrinement. Oui, oui, sur cette question précise. Oui, je crois qu'il y a un faisceau d'éléments, effectivement, qui s'interpénètrent. Et maintenant, selon qu'on est dans telle ou telle logique, on peut privilégier tel ou tel facteur. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde les luttes géopolitiques qui se passent dans le monde, quand on regarde ce qui se passe en Irak, en Syrie, en Libye, la question palestinienne, ce qui se passe à l'intérieur même de l'islam en termes de doctrine, n'est-ce pas, qui s'affrontent de façon idéologique, oui. Le Sénégal ne peut pas échapper à tout cela. Donc, je ne suis pas surpris qu'il y ait tous ces courants-là, n'est-ce pas, dans le monde qui est leur répondant au niveau de certaines personnes au Sénégal. Et d'ailleurs, je trouve que ce n'est pas là le problème. Parce que essayer d'arrêter la circulation des idées, je crois que... Voilà, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas endiguer les idées. On ne peut pas endiguer les idées. Oui. On ne peut même pas aussi empêcher l'endoctrinement quelque part. Parce que, eh bien, quelqu'un peut s'endoctriner sur le net, sur un livre, etc. Donc, je crois que ce qui est important, c'est justement de faire en sorte qu'un message islamique, que j'appellerais positif, fédérateur, de citoyenneté, puisse être développé partout et à tous les niveaux. Dans les écoles, dans les familles, dans les institutions publiques, dans les médias. Et je crois que c'est comme cela qu'on parviendra à marginaliser des types de discours justement qui sont en porte-à-faux avec cet essentiel-là du message islamique, c'est-à-dire le respect de l'autre, même dans la différence de sa foi et d'autres critères de ce genre. Très bien, merci Imam Ahmed Mokhtar Kanté. Merci à vous aussi. Merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous avez été l'imam de la mosquée de l'Université de Dakar pendant 10 ans. Très célèbre imam. En tout cas, merci encore une fois. Vous êtes aujourd'hui l'imam de la mosquée du Point E. Merci à vous. Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, c'est tout pour ce soir. À vous donc retrouver demain, Mamadou Ibra Kane, sur ce même plateau. Excellente soirée chez vous.